Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième vidéo du cours d'unité d'enseignement culture alimentaire dédié au vin et au discours du sensoriel. Dans la première vidéo, on a parlé du vin, on a parlé des discours du vin et un petit peu du monde socio-économique du vin euh, dans l'ère numérique dans laquelle on vit. Et maintenant, on va s'intéresser à d'autres produits du sensoriel, puisque c'est quelque chose qui m'avait été demandé l'année dernière. Comme pour la première vidéo, le PowerPoint est à retrouver dans vos mails si vous êtes étudiant de l'Université de Bourgogne. Si vous n'êtes pas étudiant de l'Université de Bourgogne ou si vous avez perdu le mail, le PowerPoint est toujours disponible sur Academia ou ResearchGate. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Voilà. Donc le vin, un produit sensoriel comme un autre. C'est un petit peu provocateur comme titre, puisqu'on ne va pas parler du vin, on va essentiellement parler du sensoriel, et on va essayer de définir ce qu'est le sensoriel. Donc, les études sur le sensoriel remontent à relativement longtemps maintenant. D'abord d'un point de vue psychologique, en psychologie cognitive notamment, puis ensuite en linguistique cognitive, puis ensuite ça s'est développé dans différents champs des sciences cognitives notamment, et des sciences du goût. Les différents chercheurs et les différents travaux publiés à l'Université de Bourgogne en sont un excellent exemple. Donc si on essaie de le définir, le sensoriel, ça n'existe pas concrètement. C'est un segment de l'activité conceptuelle. Donc on est bien au niveau conceptuel au niveau de l'interface cognitive. Ce segment conceptuel est activé après un stimulus sensoriel, physico-chimique, ça peut être gustatif, olfactif, auditif, tactile ou visuel, ce sont les 5 sens. Ce stimulus physico-chimique, il peut être concret, par exemple, je passe dans la rue et je sens une odeur qui me rappelle quelque chose. Donc là, on a bien un stimulus olfactif qui entraîne une réaction multidimensionnelle. Ici, ça me renvoie à un souvenir, donc à une expérience en mémoire, avec des émotions, avec différents concepts mobilisés. Ça peut également être un stimulus conceptuel. Par exemple, je me rappelle d'un vin que j'ai bu il y a un an, et ce souvenir, l'évocation de ce souvenir, entraîne également une réaction multidimensionnelle, à partir d'un stimulus sensoriel abstrait. Le sensoriel est donc à l'interface entre ce qui relève du cognitif et des réseaux de neurones, et du physique, avec évidemment l'ensemble des facultés physiques, que ce soit l'ouïe, les yeux, etc. En étant une activité individuelle normée, donc chaque personne a ses propres récepteurs pour recevoir les stimuli, les réceptionne de manière individuelle et ensuite les décode cognitivement individuellement, mais le tout est cadré par des contraintes sociales qui vont normer la réponse cognitive et conceptuelle. Si on passe dans la rue et qu'on sent donc cette odeur, déjà le cadre social fait que cette expérience-là, elle est déjà contrainte socialement, parce qu'il faut une rue, il faut qu'il y ait des odeurs particulières dans cette rue. C'est pas partout qu'il y a des rues, c'est pas partout qu'on a certaines odeurs dans les rues. Et ensuite, la réponse conceptuelle, elle est contrainte plus ou moins culturellement, plus ou moins socialement. Et ensuite, l'interprétation, au sens presque informatique du terme, est également contrainte par des superstructures culturelles, des métaphores cognitives,
Là, je vous renvoie à George Lakoff et Mark Johnson, 1980, et puis ensuite le deuxième volume de 99. Des contraintes sociales et des contraintes, on va dire, communautaires. Si on essaye ensuite d'affiner cette petite définition, on peut dire que le sensoriel émerge des particularités d'une situation de communication particulière. Typiquement, un repas au restaurant. On est bien dans une situation de communication avec différents individus qui sont dans une situation sociale, ils se rassemblent, ils mangent ensemble. Le fait qu'ils mangent n'est pas au centre, c'est secondaire. Ils sont d'abord là pour être les uns avec les autres. Et un élément dans cette situation de communication va déclencher un stimulus sensoriel qui va entraîner une réaction multidimensionnelle, multimodale, voire même multisensorielle si on s'en réfère aux travaux de Kans et de Daniel Dubois. Et donc, ce déclencheur, c'est-à-dire cette identification d'un élément relevant du sensoriel, va activer certaines particularités de la superstructure attentionnelle qui lie les individus impliqués dans une situation de communication. Lorsque je suis au restaurant, je discute avec mes amis et je dis « Ah, ça sent bon », ça, il faut que ce soit compréhensible par tout le monde. Et tout le monde va comprendre quel est ce ça, parce qu'on aura soit ouvert la bouteille et j'aurais été le premier à porter le verre au nez, ou alors j'ai vu passer un plat et j'ai dit ça sent bon. Dans tous les cas, les autres individus présents dans cette situation de communication vont être capables d'isoler le ça et d'inférer que ce ça est bien le ça dont je parle. Et pour faire tout ça, il nous faut une superstructure attentionnelle, on peut aussi appeler ça une hyperstructure, peu importe. Il faut quelque chose au niveau cognitif qui lie des individus avec un objet tiers. Donc dans une relation triadique entre l'individu qui parle, l'individu ou les individus qui entendent et un objet référentiel. Donc ça, on va préciser ça dans la diapo suivante. Juste avant cela, on peut encore resserrer notre définition. La structure sensorielle se déploie alors en activant des segments spécifiques du savoir social et culturel. Pour interpréter le ça, il faut bien avoir quelques notions, quelques connaissances sociales et culturelles pour bien saisir quel est ce ça. Donc ça sent bon. Donc des segments spécifiques, des connaissances particulières sociales et culturelles, des catégories expérientielles, donc des expériences passées similaires, des connaissances plus ou moins spécifiques. Évidemment, quand on parle d'un vin, si on parle d'un vin entre personnes qui n'y connaissent rien, qui aiment juste boire un peu de vin, ces connaissances sont plutôt peu spécifiques, peu spécialisées. Si on est entre experts, lors d'une séance de dégustation pour un guide de vin, là on sera plutôt sur du spécifique et du très spécialisé. Et ces ensembles-là sont matérialisés dans la réalité langagière par des mécanismes linguistiques et langagiers. Alors, linguistique et langagier, ça ne veut pas forcément dire des mots. Ça peut être des gestes, ça peut être des dessins. Au final, tout ce qui génère un signe. Soit dit en passant, même un emoji est une matérialisation linguistique peu spécialisée qui fait suite à un stimulus sensoriel. Ça peut être le cas. Donc si on reprend juste un instant l'idée d'infrastructure socio-cognitive partagée, c'est cette hyperstructure dont je parlais tout à l'heure, qui permet de lier des individus à un objet dans une relation triadique. Ça a été largement travaillé, développé depuis de nombreuses années par différentes personnes en travaillant sur une espèce de théorie de l'esprit, Theory of Mind, ça s'appelle, donc il faut peut-être aller voir du côté de Pinker.
en particulier psychologue américain, et surtout chez le psychologue, anthropologue, linguiste Michael Tomasello. Parmi tous ses travaux, j'ai cité que les 4 ouvrages, 99, 2003, 2008, 2019, sur ce sujet de l'infrastructure socio-cognitive, en particulier ces 2 livres de 99 et de 2008. Dans cette infrastructure socio-cognitive partagée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment se représenter parce que ça revient à dire que les cerveaux sont connectés les uns aux autres. Évidemment, ça n'est pas le cas concrètement, mais il existe une interface où l'on se rejoint, où l'on se comprend, et c'est dans cette interface que ce mélange, ou en tout cas qui permet de coactiver, chaque individu active dans son espace cognitif et conceptuel des connaissances linguistiques, des références sociales, par exemple la reconnaissance d'un chef, les références individuelles, donc c'est là où il va y avoir des variations entre les personnes, et la reconnaissance de l'intentionnalité partagée. Prenons un exemple tout simple. Je suis dans la salle de cours, je dis j'ai froid. En disant j'ai froid, je fais état d'une réalité corporelle, j'ai effectivement froid. Mais l'intention que j'ai derrière ça, et les autres personnes qui sont dans la salle de classe vont le comprendre également, c'est de dire la fenêtre est ouverte, on va la fermer parce que j'ai froid. C'est ça l'intentionnalité partagée. Et ça, pour le comprendre, il faut bien avoir des références sociales. C'est-à-dire que moi, puisque je suis l'enseignant, je vous dis j'ai froid, sous-entendu on va fermer la fenêtre, ça fonctionne. Si c'est un étudiant qui le dit, ça fonctionnera pas forcément, puisqu'il a aucun caractère hiérarchique et aucune force sociale par rapport à l'enseignant et par rapport aux autres étudiants. Et quand on s'adresse comme ça à d'autres personnes, évidemment, si les personnes ne maîtrisent pas les mêmes termes, les mêmes mots, on ne se comprend pas, ça ne fonctionne pas. Donc pour que la communication soit efficace, il faut que l'infrastructure socio-cognitive partagée soit stabilisée et forte. Et que les éléments qui sont mis en commun soient également forts. Dans la petite illustration, qui n'est pas tout à fait idéale, mais c'est l'une des rares images sans droit que j'ai trouvé qui représentait un peu la scène, on a bien 2 individus et un objet, le café, ou le muffin, peu importe, voire les deux, qui servent d'ancrage sensoriel et d'ancrage cognitif pour polariser l'infrastructure socio-cognitive. Et quand l'homme va dire « Ah, c'est bon », la femme n'aura pas besoin de dire « Qu'est-ce qui est bon ?» Elle saura que c'est le café, puisque c'est ce qui est le plus probable qu'il soit bon, et pas forcément le thé de la table de l'individu qui est en train de boire du thé à la table voisine. Donc voilà à quoi ça sert un petit peu l'infrastructure socio-cognitive partagée. Là on est allé un peu loin sur tout ce qui est cognition. C'est quand même important de l'avoir en tête, en particulier pour tous ceux qui veulent travailler dans le marketing, dans la communication. Une pub réussie, c'est une pub qui permet justement de déployer une infrastructure socio-cognitive forte avec des références partagées. Et avec une intentionnalité claire, non exprimée, parce que ça reste de la pub, il faut que ce soit du sous-entendu, mais claire, facilement décodable. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cette petite précision. On retourne à notre essai de définition du sensoriel. Dans le sensoriel, ce qui est quel que soit en fait le discours sélectionné, quelle que soit la situation de communication analysée, il y aura toujours 2 composantes majeures dans la cognition humaine, l'expérience et les émotions. Ce sont ces 2 variables-là qui vont influencer nos réactions et en réalité même l'infrastructure cognitive en elle-même. Donc on va évoquer les deux dans un instant. L'expérience, on vient de le dire, elle est centrale dans la cognition humaine.
C'est à partir de l'expérience, donc in situ, in vivo même, que se forge la cognition, que se forgent les mécanismes cognitifs dès notre plus jeune âge, et qui ensuite se structurent petit à petit, qui vont s'affiner, qui vont gagner en fait en degré d'abstraction, qui vont être organisés, l'ensemble va être organisé en réseau, ce qui est le propre de la cognition humaine. Et donc en fait c'est ça qui explique qu'un Français voit les choses d'une certaine manière, qu'un Allemand voit les choses d'une autre manière, qu'un Indien voit les choses d'encore une autre manière, et je sais pas, qu'un Australien apprécie le monde d'une façon différente encore. Donc pour ces éléments-là, je vous renvoie encore une fois, forcément à Langaker 2008, si vous voulez faire de la sémantique cognitive pure et dure, mais aux deux ouvrages de Lakoff et Johnson qui ont été mentionnés, Lakoff 87, en ce sens, c'est une référence. Moi, j'aime bien distinguer deux types d'expériences. Ça reste l'expérience à un niveau d'abstraction euh, un peu élevé, mais c'est pas mal de pouvoir en distinguer deux types. La première, c'est ce que j'appelle l'expérience du temps présent. La deuxième, c'est plutôt ce que j'appellerais l'expérience a priori, a posteriori, pardon. Donc l'expérience du temps présent, c'est celle de la situation de communication, celle de l'énonciation si on travaille sur du matériel langagier, avec ses variations situationnelles instantanées. Donc on est vraiment dans l'instantanéité, dans le moment présent, vraiment en live, si je puis dire. Et là, il faut bien remarquer que l'expérience individuelle, elle est fortement ancrée dans une écologie systémique qui régit toute situation de communication, en ce sens que l'expérience individuelle, elle est associée à l'expérience des autres individus, elle est associée à la géographie, à la temporalité, à un ensemble de facteurs déterminants. Et ce sont ces facteurs-là qu'il va falloir prendre en compte lorsqu'on fait une analyse langagière à des fins professionnelles concrètes du type vous testez encore une fois une publicité pour savoir si la publicité elle est bonne ou pas. Vous réunissez un panel, vous faites passer le test et ensuite vous faites parler le panel sur cette publicité pour savoir ce qui en ressort. Bon, et bien là, il va falloir prendre en compte un certain nombre de variables, connaître les différents individus, quels sont leurs parcours, à quel moment de la journée ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont fait la veille. C'est tous ces éléments-là qui vont, d'une manière ou d'une autre, faire varier l'énonciation. Et ensuite, c'est la situation de communication qui va faire évoluer l'expérience et qui va polariser l'expérience. Et donc la perception de l'expérience. Donc là, on est clairement dans une approche phénoménologique du type de celle de Merleau-Ponty, qui catégorise, si vous voulez, l'expérience, la perception de l'expérience comme étant un tout au sens où le corps expériencie la situation, l'esprit également, l'ensemble du système cognitif en même temps, et que le résultat de tout ça est un tout. Sans corps, pas d'esprit, sans esprit, pas de corps, sans l'un ou sans l'autre, pas de réponse situationnelle, pas de réponse conceptuelle. Donc il faut bien prendre le tout pour comprendre l'ensemble. Ensuite, cette expérience du temps présent, elle va être éventuellement généralisée, catégorisée et mémorisée. Par exemple, on va pouvoir se rappeler des cours de sport du lycée. On ne se rappellera pas forcément d'un cours de sport en particulier. C'est peut-être le cas, mais pas forcément. Mais on va avoir une idée. On va avoir des éléments qui vont nous rappeler ce qu'était le cours de sport du lycée. Et ces éléments-là sont censés être partagés par tous les individus d'une communauté, précisément parce qu'ils ont eu des expériences relativement similaires au même moment, dans un but relativement identique.
Donc c'est là qu'on voit ressurgir les contraintes sociales et les contraintes culturelles de l'expérientiel et donc du sensoriel. Ça, c'était pour l'expérience du temps présent. On commence déjà à glisser vers l'expérience a posteriori. L'expérience a posteriori, c'est cette expérience qui a été retenue en mémoire, qui est en général plutôt prototypique et qui est fortement influencée par les émotions. Si on reprend l'exemple du cours de sport, tout de suite, dès qu'on rappelle le souvenir en mémoire, on va voir ce souvenir va être relativement polarisé et on va savoir si c'était plutôt bien ou plutôt pas bien. On va le sentir. On ne peut pas vraiment le décrire plus précisément et en tout cas ce serait pas l'objectif de ce cours-là, mais il faut bien avoir en tête que la catégorisation et la généralisation d'expériences similaires, puis la mémorisation, est polarisée et associée à des émotions, à des concepts particuliers, et tout ça est automatique. La cognition humaine repose en particulier sur des mécanismes d'automatisation, pour des raisons économiques qu'on ne va pas détailler, mais euh, l'automatisation est vraiment importante. Ce qui fait que quand on se rappelle un souvenir, tout de suite on active une émotion, tout de suite on a une polarité, des concepts qui sont associés. Donc, ça c'est aussi à prendre en compte quand on fait de la com, quand on fait du marketing. Par exemple, quand on donne un cours, il y a certaines choses qu'on peut dire, d'autres qu'on ne peut pas dire, précisément pour éviter d'avoir des résultats négatifs. Là, on peut également travailler tout ça d'un point de vue plus psychologique, hein, en psychologie cognitive. Et c'est évidemment exploité par les hommes politiques, par les hommes et les femmes politiques, lorsqu'ils ou elles font des discours, évidemment, qu'on va essayer d'activer certains concepts, certains souvenirs, et qu'on va essayer d'exploiter la réaction conceptuelle et de l'exploiter à des fins positives, voire négatives quand on veut s'en servir comme une arme politique. Quoi qu'il en soit, l'expérience a posteriori et l'expérience du temps présent s'influencent et sont influencées l'une par l'autre. Donc ça, c'est toujours à avoir en tête dès qu'on travaille dans le sensoriel et dès qu'on travaille en réalité euh, euh, avec des individus. Il faut toujours avoir en tête que les réactions des personnes sont plus ou moins prédictibles, plus ou moins automatiques. Euh, et donc il faut chercher cette prédiction, il faut éventuellement corriger cette prédiction, voir, ou alors exploiter la prédiction en fonction de ce qu'on fait et de ce qu'on veut atteindre. Deuxième composante majeure du sensoriel et de la cognition en général, vous l'aurez compris, c'est les émotions. Si on essaie de définir les émotions, vous allez voir que ça va être un petit peu complexe, précisément parce qu'on ne sait pas vraiment ce que sont les émotions. Pour les germanistes, je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Monika Schwarz-Friesel, deuxième édition parue en 2013, et pour les anglicistes, plutôt vers Ekman, qui était aussi psychologue aux États-Unis, qui l'est toujours d'ailleurs. Donc les émotions sont des structures multidimensionnelles, composées d'entités conscientes et inconscientes, ou entités, là on pourrait même dire des routines, des mécanismes cognitifs conscients et inconscients, activables par des paramètres situationnels et contextuels. Je reprends l'exemple de l'odeur en passant dans une rue. Je me promène en ville, je perçois une odeur. Tout de suite, différents réflexes cognitifs vont être activés et ça va me rappeler éventuellement un souvenir positif ou non avec une émotion éventuellement de joie ou de tristesse, etc. Tout ça peut être régulé ou affecter l'interface corporelle. Hein, si on a une émotion de joie, on va plutôt avoir tendance à sourire.
Si on est triste, à moins sourire. Euh, donc ça peut être quand l'émotion peut aussi être activée par euh, un stimulus corporel, physique, mais aussi, comme pour l'expérience, comme pour l'ensemble du sensoriel, par un stimulus cognitif qui va modifier dynamiquement l'état de l'individu. Alors, pour passer d'une émotion à l'autre, il va falloir un peu de temps, mais pour passer d'un sentiment à l'autre, ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus instantané. Et il faut alors distinguer ce qui relève du sentiment et ce qui relève de l'émotion. Le sentiment, c'est ce qui est plutôt conscient, c'est ce qu'on sait plus ou moins maîtriser. En tout cas, c'est ce qu'on sait voir, c'est ce qu'on sait percevoir. Euh, Évidemment, le sentiment, il est commun à de nombreux individus d'une même communauté, mais l'actualisation réelle d'un sentiment est tout à fait personnelle, tout à fait individuelle, et donc va être particulièrement variable. Donc, on ne travaille pas forcément sur les sentiments, même quand, si vous connaissez un petit peu les systèmes de deep learning ou de machine learning qui travaillent sur l'analyse de sentiments, c'est pas vraiment les sentiments qu'ils analysent. Hein, c'est un abus de langage, on va plutôt travailler sur les émotions, parce que si on essaie d'analyser les sentiments, on va se retrouver avec des occurrences uniques qu'on ne pourra pas généraliser. Ou si on le fait, on risque de perdre en finesse d'analyse. Donc autant analyser les émotions directement. Parce que les émotions, il en existe quelques-unes, alors ça peut aller de 6 à une quinzaine, il me semble, selon les chercheurs. Ces émotions-là, elles sont tout à fait stabilisées, socialement et culturellement. Elles sont partagées, acceptées, revendiquées. Si je parle de joie, tout le monde en France sait ce qu'est la joie et on a tous une connaissance, une représentation conceptuelle de la joie relativement identique. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur les émotions. Je vais finir ce petit tour d'horizon en vous proposant un certain nombre de références euh, à découvrir ou non en fonction de vos intérêts. C'est vraiment à picorer et à exploiter en fonction de vos centres d'intérêt. Au niveau de la gastronomie, ça a été plutôt bien cherché. On peut retrouver le livre, le collectif de Eva Labridge et Concept. Donc ça, ce serait plutôt pour les germanistes. Pour les anglicistes, et c'est un ouvrage qui est d'ailleurs disponible à la bibliothèque de l'UB, c'est le travail de Diderich, dans une perspective très cognitive. Évidemment, les articles de Lorenza Mondada, ça vous les trouvez en ligne sans problème. C'est très intéressant. Plus récemment, le collectif de Gadedou. Pour le vin, évidemment, et c'est peut-être, s'il fallait en lire qu'un, ce serait celui-là, ce serait l'article de l'RR 1975, paru dans Language. C'est fondateur, c'est excellent évidemment. Et c'est les prémices autant de, de la linguistique appliquée au vin que des sciences cognitives en général. Et ensuite, on pourra recommander son ouvrage de 2009, qui est très plaisant à lire et très documenté, qui représente en fait un résumé du travail de toute une vie. La thèse de Baldi-Moulinier, la thèse de Audrey Mouta, pour ceux qui sont plutôt intéressés par l'information, la communication à la française, euh, pour Audrey Mouta. Le collectif de Laurent Gauthier de Eva Labridge 2015. Euh, L'ouvrage que j'ai moi-même publié sur les startups du vin, ça peut être intéressant pour vous. L'ouvrage de Caballero 2019 est aussi disponible à la bibliothèque de l'UB. Et ensuite, les deux thèses soutenues par Ludivine Daumont et par Marielle Mancebo-Imbert en 2019 sont également des travaux intéressants à feuilleter. Maintenant, sur des terrains du sensoriel un petit peu moins
un peu moins fréquenté, un peu plus exotique, on va dire. L'aménagement intérieur, donc avec la thèse de Delpo 2007 sur les sièges de TGV, ça peut être intéressant à lire. Pour l'habitacle automobile, en particulier chez Peugeot, la thèse de Kans, qui fait vraiment référence dans le sensoriel à la française. Et puis de toute façon, Caroline Kans est une personnalité importante dans ce domaine-là au niveau international. Une étude parue chez Corella, donc un journal en ligne open access sur l'environnement sonore urbain fait par Laura Ascon et ses collègues paru en 2016, c'est aussi intéressant pour une méthodologie un petit peu différente. Là, vraiment sur de l'exotique, un travail un peu moins récent sur la météo, avec Koptievskaya Tam, j'espère que j'ai pas écorché son nom. Sur le sport, Kalis Levin, 2019, ça peut être aussi très intéressant pour des vues un petit peu différentes. Et puis ensuite, les ouvrages très généralistes, en particulier l'ouvrage de Daniel Dubois 2009, qui est au centre, finalement, d'à peu près toutes les personnes qui travaillent dans le sensoriel en France. C'est vraiment fondateur. 10 ans plus tard, l'ouvrage de Rémi Digonnet, c'est un peu plus varié, c'est tout aussi intéressant. En anglais, l'ouvrage de Bodo Winter sur le sensoriel, et c'est très très cognitif, donc c'est appréciable. Et qui va paraître, un ouvrage que je coordonne, intitulé Discours du sensoriel, cognition, expérience, texte, qui résume en fait les différents travaux réalisés ici à Dijon. Donc voilà, il y a de quoi faire en la matière d'un point de vue scientifique. Il est à noter que tous ces travaux sont plutôt d'inspiration linguistique, mais en fait ça s'explique. Pour accéder au sensoriel, on ne peut pas faire autrement que d'analyser ce que disent les gens. Et à partir du moment où on veut analyser ce que dit une personne, donc à partir du moment où on veut regarder, observer les paroles d'une personne, il faut faire appel à la science dont c'est l'objet, et la science dont c'est l'objet, c'est la linguistique. On ne peut pas analyser le langage sans faire de linguistique. Après, on peut en faire une exploitation en communication, en marketing, en psychologie, en sciences du goût. On peut faire tout un tas de choses, mais fondamentalement, ça reste une analyse du langage. Et donc une analyse linguistique. Plus ou moins poussée, mais une analyse linguistique. Un petit exemple pour rendre ça un peu plus concret, pour pas vous perdre. J'ai essayé d'analyser les suites et chambres de palaces parisiens, enfin en tout cas les suites et chambres décrites sur les sites internet de palaces parisiens en 2019. Donc ça c'est des restes du corpus. Vous voyez deux représentations de deux palaces parisiens. Et donc si on essaie de comprendre ce qui ressort, ce qui est sensoriel là-dedans, on a quelque chose de très évanescent et de difficilement palpable qui est en fait l'espace, la dimension, la profondeur. Donc on va pouvoir essayer d'analyser ça visuellement et ensuite essayer de trouver les mots qui affectent, qui thématisent cette idée d'espace. Parce que d'une certaine manière, l'espace, c'est l'absence de texture. Donc c'est l'absence de toucher. Donc c'est du sensoriel. Donc ça peut être très très intéressant de travailler là-dessus. Là par exemple si on prend la description, hein, on va voir spacieux appartement, chaque suite royale offre espace et élégance, une vaste entrée, hein, une somptueuse salle de séjour. Donc voilà, on a de quoi faire avec quelques adjectifs, quelques substantifs, on arrive à recréer en fait ce sentiment d'espace. À ce moment-là, sentiment n'est pas pris dans le couple sentiment-émotion, évidemment.
Le visuel qui s'active soit par la vue, soit par le jeu de couleurs. Le fait que la lampe dans l'image de droite soit allumée, c'est pas fait pour rien, hein. Il y a une volonté derrière. Le jeu des textures avec les coussins, avec le texte aussi, hein, salle de bain en marbre italien. Euh, le fait qu'on thématise marbre italien, au-delà de rappeler une espèce de le luxe de ce matériau-là, ça a vocation à activer directement certains segments sensoriels. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, le sensoriel, c'est multimodal. Ça peut être avec des mots, ça peut être avec des images, avec du son. Donc ça, c'est particulièrement intéressant autant en analyse qu'en exploitation. Et en général, on ne stimule pas qu'un sens. On travaille plutôt sur l'olysensorialité. Là, c'est un terme que j'emprunte à Caroline Kans dans sa thèse de 2008 et puis ensuite dans un de ses chapitres dans l'ouvrage collectif de Dubois 2009. Mais ça veut dire ça, c'est-à-dire que euh, un sens coactive d'autres sens et que c'est très difficilement discriminable. On peut remarquer également que ces descriptions activent un concept spécialisé, alors plusieurs concepts spécialisés, mais celui qui m'intéresse est celui d'élégance, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et ce concept spécialisé, alors, il peut être activé par la vue, mais là, sans études concrètes, c'était difficilement utilisable dans un cours. Moi, je vais plutôt travailler sur les mots. Et là, on voit bien, hein, tranquille, élégante et spacieuse. Donc, c'est bien activé à ce moment-là. Et ensuite, ce que j'ai lu tout à l'heure, chaque suite royale offre espace et élégance. Donc, dans les deux cas, on active un concept. Mais d'un côté, l'élégance est liée à de l'espace, à des dimensions, à de la profondeur. Et de l'autre côté, l'élégance, alors c'est un peu thématisé par l'espace et c'est aussi un peu thématisé par la tranquillité, par le calme. Donc est-ce que c'est bien le même concept qui est actualisé? Est-ce que c'est bien les mêmes choses dont on parle? C'est ce qui m'a intéressé et c'est ce que j'ai voulu travailler, investiguer à travers le projet Légan 2020 que j'ai dirigé et pour lequel ont travaillé deux étudiantes de la licence LEA en troisième année, Jessica Queneau et Réjeanne Tonessa. Donc la vidéo de présentation, vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube. Euh, un des textes écrits par les deux étudiantes est à retrouver également sur mon site. Le but du projet, c'était en fait euh, de trouver plusieurs occurrences du concept élégant, soit par le substantif élégant, ou élégance, par l'adjectif élégant, ou par l'adverbe élégamment, ou peu importe. Il fallait récupérer sur Internet tout un tas d'occurrences pour élégant, et de regarder comment est-ce que c'était construit, comment ça se déployait. Et on a d'abord pu remarquer que était élégant ou est élégant un vin, une carrosserie d'un véhicule, une démonstration mathématique et donc des chambres d'hôtel. Et la question, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on parle du même concept? Est-ce que le concept est spécifique ou est-ce qu'il est même de spécialité? Et à ce moment-là, on va pouvoir éventuellement en tirer des conséquences dans l'analyse. Quelques exemples que je ne vais pas vous lire là parce que le temps file, mais ça vous donne une petite idée de la variété des discours qui activent le concept élégant. Après analyse réalisée par moi-même, on peut retrouver une espèce de carte sémantique. Je dis bien espèce de parce que c'est toujours un peu délicat de parler de carte sémantique, mais enfin bon, c'est ce que c'est à peu près.
pour les personnes qui sont un peu plus avancées que les étudiants de M1 et qui regardent cette vidéo, on pourrait parler à ce moment-là d'un frame lexical. Donc la notion de frame est travaillée dans une vidéo qui s'intitule Frame, une notion de linguistique fonctionnelle cognitive que vous retrouvez sur cette chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, on peut faire des analyses tout à fait intéressantes à partir de ce concept-là. Ce qui ressort du corpus, c'est ce qui semble être un concept unique, qui est fortement associé au féminin et en particulier au féminin français, avec des associations préférentielles avec ce qui relève du raffinement et du luxe, du confort, d'une certaine manière du luxe aussi, et de la simplicité. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement. On en a eu un exemple tout à l'heure avec le calme. Le calme, c'est à la fois du confort, c'est de la simplicité aussi. Quoi qu'il en soit, on a l'idée que élégant est une résurgence de l'imaginaire du luxe et de l'esprit français. Donc si c'est français, ce doit être élégant. Donc c'est peut-être une conclusion un peu hâtive, et c'est quelque chose qui se doit d'être creusé dans des recherches ultérieures, mais c'est en tout cas particulièrement intéressant puisque ça se retrouve dans divers domaines de spécialité. Et un des domaines de spécialité qui nous intéresse nous tout particulièrement, c'est évidemment le vin. Les vins sont élégants. J'ai trouvé plusieurs occurrences de Riesling alsacien élégant. C'est presque une co-occurrence privilégiée. Et puis, dans tout ce qui relève des arts de la table, des verres élégants, des sets de table élégants, des salles de restaurant élégantes. Donc on va maintenant mettre l'accent un moment sur les arts de la table. Et une petite définition pour bien qu'on comprenne de quoi on parle. Les arts de la table sont les arts associés au repas pris en commun, à la présentation et au service des mets, à la conversation et à la civilité, à la décoration du mobilier, des ustensiles et aux lieux destinés au plaisir gastronomique ou œnologique. Ils intègrent la connaissance des mets, des boissons, de la verrerie et de la cristallerie, de la porcelaine et de la faïence, de la disposition de la vaisselle et des convives, de la décoration de la table, des façons de recevoir les hôtes, de l'étiquette, des manières de table, du service, des menus. Bon, et ça continue comme ça pendant un moment. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la définition sur la page Wikipédia Art de la table. Ce n'est pas du tout scientifique, mais précisément, c'est ça qui est intéressant. On se rend compte que les arts de la table associent gastronomie et œnologie dans une visée hédonique, les plaisirs gastronomiques et œnologiques. C'est avant tout social, un repas pris en commun, la conversation, la civilité. Donc c'est culturel parce que ça a trait à l'acte de se nourrir, et on sait bien que se nourrir pour Homo sapiens est un acte social particulier qui relève de rites culturels spécifiques que n'ont pas les autres espèces sur cette terre. Ça met en jeu tout un tas de praxis plus ou moins spécifiques et plus ou moins spécialisées, et des connaissances plus ou moins spécialisées également. La connaissance des mets, la connaissance des boissons. On organise une table d'une certaine manière, on le fait avec certaines intentions également. Donc, voilà, ça relève de différentes connaissances. Donc ça tombe bien, les arts de la table, c'est bien du sensoriel, on peut y aller. Pour conclure cette vidéo et ce cours, je vous propose une petite étude de cas, justement, qui concerne les arts de la table, avec l'analyse d'une publicité créée par Christelle, qui est une marque française située vers Montbéliard,
en Franche-Comté, et qui produit des ustensiles de cuisine haut de gamme, notamment utilisés dans l'émission Top Chef. Donc des produits produits en France, justement, à forte valeur ajoutée et hautement qualitative. Et l'idée, qui peut paraître saugrenue, mais qui est ce qu'elle est, hein, Christelle a réussi à faire passer une casserole, qui est un instrument de cuisine banal, que tout le monde a, en un instrument haut de gamme et presque une œuvre d'art au service du plaisir de la table et des arts de la table. Donc, ce qu'on va analyser là, évidemment, encore une fois, ça a une trame linguistique, hein, puisque pour des étudiants de langue, c'est quand même pas mal. Moi, en tant que linguiste, je fais ce que je sais faire, mais ça a des résurgences d'un point de vue marketing, et pour de la communication, c'est évident, hein. Donc je vous laisserai éventuellement visiter la page de ce produit et même visiter l'ensemble du site de Christelle qui est plutôt bien fait. Je vous laisserai également regarder la vidéo qu'on va analyser dans les 3 prochaines slides. Vidéo que pour les mêmes raisons que lors de la première partie de ce cours, je ne peux pas vous jouer puisque ça dépasse les 15 secondes autorisées. Donc j'ai pris des copies d'écran et on va travailler à partir de là. Évidemment, même si c'est un produit très concret, même si c'est un objet, un instrument de travail, ça reste ancré dans le sensoriel avec une dimension excessivement sensorielle. Avec des mobilisations conceptuelles de texture, des jeux avec les goûts, les odeurs. Et comment est-ce qu'on crée ces mobilisations conceptuelles, hein? Là, on est vraiment sur le stimulus conceptuel. On n'a pas le morceau de viande, on n'a pas le citron devant nous, on n'a pas les légumes, mais on les voit. Et à partir de là, on va évoquer cette visualisation d'éléments sensoriels vont activer des segments de connaissances spécifiques aux textures, aux goûts, aux odeurs, etc. Par la mise en valeur de ces produits, là on a des gros plans sur ces produits qui vont induire, activer une réponse sensorielle globale, sous-tendue par des réponses ponctuelles, expérientielles et émotionnelles. Et c'est justement là que va se jouer en fait la réception du produit. Est-ce qu'on va être plutôt est-ce qu'on va recevoir le produit de façon plutôt positive ou plutôt négative? A priori plutôt positive, puisque les produits sont quand même des produits de qualité, bien mis en valeur. C'est une belle vidéo, je trouve, une belle publicité. Donc ça va favoriser en fait la réponse conceptuelle globale. Après, c'est sûr que si l'on est vegan, par exemple, le morceau de viande, ça va pas forcément induire une réponse positive. Donc, donc c'est un risque à prendre, hein. Certainement que les personnes au service marketing y ont réfléchi. Mais donc, c'est là qu'on va voir en fait des variations individuelles, parce que les personnes qui sont véganes, c'est un choix individuel. C'est pas encore social et culturel. Donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir des variables d'ajustement entre chaque individu pour quelque chose qui est quand même relativement stabilisé et dont on peut relativement prévoir l'efficacité et l'automaticité des réponses, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Ensuite, au-delà de la dimension particulièrement sensorielle de la publicité, on a une dimension hédonique avec un rapport social qui est tout de suite mis en avant. On a un chef et une femme, donc on ne sait pas trop qui elle est. On ne sait même pas non plus si c'est vraiment un chef. Dans tous les cas, il y a une atmosphère conviviale sociale qui est créée.
donc en tout début de vidéo avec la capture de gauche, et ensuite tout à la fin de la vidéo avec la capture de droite, où on voit le plat qui arrive sur la table, hein, le faitout qui est déposé sur la table pour garnir en fait cette table et la rendre encore plus belle qu'elle ne l'est. Et donc la dimension hédonique, positive, évidemment, repose sur le partage de l'acte social. On cuisine pas simplement pour soi, on cuisine pour les autres, euh, dans l'optique de passer un moment convivial. Et on met en valeur le produit, donc le faitout, de la marque Christelle, et on met en valeur les produits, euh, c'est-à-dire la viande, les légumes, etc. Pour au final montrer qu'avec des produits de qualité, des produits agricoles, enfin, voilà, les légumes, la viande de qualité, et avec un instrument de qualité, on peut faire un repas convivial que tout le monde va apprécier. Et justement, cette appréciation repose sur une dimension évaluative euh, qui, euh, en fait, qui repose encore une fois sur l'acte social de cuisiner. Celui qui cuisine, sait cuisiner. Et là, on le voit bien d'ailleurs, hein, que la femme regarde d'une certaine manière les gestes précis du cuisinier, et les gestes précis qu'on retrouve hein, à plusieurs endroits dans la vidéo, qui suggèrent une certaine expertise technique, et en tout cas une mise en valeur, encore une fois, du ou des produits. Pardon. Donc d'une certaine manière, on retrouve là un ensemble structurant qui, euh, qui est en fait commun à l'ensemble des produits du sensoriel, à l'ensemble des discours du sensoriel, qui est donc une triplette hein, évaluative, hédonique et sensorielle, qui va cadrer l'ensemble de la production langagière et de la réception langagière. Donc c'est évidemment à avoir en tête, que ce soit en production ou en analyse. Voilà. Un mot de conclusion. Donc on a parlé du vin, on a parlé du luxe à la française avec les palaces, pardon, pas encore des palais. Euh, on a parlé des arts de la table, et ça nous mène là, au final, à la question fondamentale. Euh, Est-ce qu'il existe finalement un art de vivre à la française? Donc vous, étudiantes et étudiants du master LUACA, vous êtes au contact de différentes cultures et différentes langues, donc vous avez éventuellement déjà pu sentir cette notion d'art de vivre à la française. Évidemment, c'est délicat parce que c'est très cliché. Si on essaye d'y réfléchir quelques instants, et je vous laisserai sur ces réflexions-là, évidemment, il y a un aspect culturel. Euh, Évidemment que le syntagme art de vivre est lié à la France par l'histoire et par la reconnaissance des autres cultures euh, de cette spécificité française. Est-ce vraiment une spécificité? Ça, on peut en douter quand même. Hein. Euh, Réfléchissons simplement à l'art de vivre à l'italienne, ce qui n'est pas quand même relativement similaire à l'art de vivre à la française. Il y a un aspect social, ça reste quand même, l'art de vivre à la française, ça reste quand même d'être ensemble autour de quelque chose. Mais ce quelque chose est tout à fait anecdotique, que ce soit autour d'un verre de vin ou dans un restaurant. Le but principal euh, de l'acte social à visée sensorielle est quand même de passer du temps ensemble. Et il y a un aspect linguistique, alors évidemment la façon dont on parle du vin, mais on a pu également voir la façon dont on parle des chambres d'hôtel ou la manière dont on va mettre en évidence la qualité d'un produit pour faire de la cuisine. Tout ça, c'est des éléments structurants euh, qui organisent en fait l'espace conceptuel dédié à l'art de vivre.
Euh, la plupart des étrangers disent bien que les Français savent faire la cuisine. Ah, est-ce que c'est vrai ou non? Peu importe à la limite. Mais le fait est que culturellement, socialement, linguistiquement et même en termes de connaissances, c'est-à-dire la façon dont on va vraiment préparer la cuisine, le temps de cuisson, la combinaison des plats, les accords mets-vins, tous ces éléments-là participent en fait de la construction interindividuelle et intersubjective de l'art de vivre à la française. Dans tous les cas, que cet art de vivre à la française existe ou non, il est clair que les discours du sensoriel sont présents, qu'ils structurent nos vies, hein. Tout le monde mange au moins une fois par jour. Tout le monde aime boire, que ce soit du café, du thé, des alcools, du vin, peu importe, aime passer du temps avec d'autres personnes. Euh, et donc ça c'est clair, hein, ça existe, c'est présent. Et donc, on peut quand même dire que le domaine du sensoriel, c'est un domaine réjouissant parce que déjà, c'est intéressant de travailler sur ces produits-là. Travailler dans le vin, c'est quand même sympa. Et dans tous les cas, ça ouvre de nombreuses perspectives. Et j'espère avoir pu vous ouvrir ces quelques perspectives et vous avoir donné envie de plonger dans des lectures plus scientifiques, d'approfondir certains éléments. Et c'est sur ce dernier point qu'on va s'arrêter. Donc j'espère voilà, que vous avez pu apprendre un certain nombre de choses, que ça correspond à, à vos espérances et que vous avez pu en tirer des enseignements. Si ce n'est pas le cas, s'il reste des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, en particulier pour les étudiants du master LEAK. Et pour toutes les autres personnes, hein, vous trouverez mon email facilement. Et sinon, laissez un commentaire en bas de cette vidéo, en bas de l'autre vidéo, si vos questions portent sur les autres, sur la vidéo précédente. J'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je vous souhaite, il est maintenant l'heure, je vous souhaite une bonne année pour les étudiants du master. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube.